Bonjour Isabelle. Salut Chantal-Anne. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir pour cette première édition. Alors, tu es une collègue naturopathe agréée. Je vais te laisser faire ta présentation toi-même, tiens. Oui. Moi, j'ai gradué de la naturopathie en 2006. Puis comment je suis venue à la naturopathie? C'est en 99, j'ai passé 1 an en Belgique, puis on mangeait pas si bien que ça là-bas. Et puis j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires assez intenses, que ça me réveillait la nuit, puis le matin, j'avais de la misère à fermer mes mains. Puis il y a une amie là-bas qui m'a suggéré de changer quelques petites affaires au niveau alimentaire, prendre des oméga-3, puis c'est tout parti. Fait que quand je suis revenue en l'an 2000, ici au Québec, j'ai eu la piqûre, j'ai commencé à lire des livres sur les vitamines. Je me suis intéressée aux plantes médicinales. Puis en 2002, j'ai commencé mes cours, 2006 gratuits. Ensuite, j'ai eu un magasin en 2017, une boutique de produits naturels ici santé. Fait que je salue ma gang à Lac-Mégantic. Et puis, en 2020, c'est la crise. J'avais pas réalisé que ça faisait tellement longtemps que tu étais graduée. Tu as été mon étudiante à la SNQ. Oui. Il me semblait que ça faisait à peu près 10 ans. Oui, ça le temps passe. Non, c'est un petit peu plus que ça. Alors aujourd'hui, Isabelle, on va parler de vitamine D. Donc, tu as mentionné la crise brièvement, on va y revenir. Donc, la vitamine D, ça a été un petit peu, je dirais, la découverte de COVID, la découverte en 2020. Tout le monde a découvert soudainement l'importance de la vitamine D. Il faut dire que la vitamine D, on la connaît plus normalement dans un contexte de métabolisme osseux. Souvent, on va parler de vitamine D pour prévenir l'ostéoporose. Et les gens avaient peut-être pas compris l'importance de la vitamine D, entre autres, par rapport à notre système immunitaire. La vitamine D est extrêmement importante. La vitamine D a un rôle à jouer aussi au niveau de notre humeur. En fait, il y a presque pas de systèmes dans notre corps qui ne sont pas affectés par la vitamine D. Il y a plus de 2700 récepteurs pour la vitamine D dans notre organisme et la vitamine D agit directement au niveau de 227 récepteurs différents. Donc, il y en a dans notre immunité, il y en a dans notre humeur, il y en a dans notre métabolisme osseux, il y en a qui nous aident à prévenir le cancer. Bref, la vitamine D, ça a beaucoup, beaucoup de fonctions dans l'organisme. Alors, on va vous en parler aujourd'hui. Il sera question de dosage, il sera question de recommandations de Santé Canada versus le consensus scientifique et évidemment en lien avec COVID. Alors Isabelle, la vitamine D, c'est pas exactement une vitamine. Oui, peux-tu nous en parler? André, on aurait besoin du petit schéma, s'il vous plaît. C'est que la vitamine D, on la capte, par la peau, elle va être transférée dans notre corps en vitamine D, ou sinon alimentaire par l'apport des poissons ou même des animaux, comme dans le beurre, une petite affaire. Et puis, notre corps va l'absorber à ce moment-là, ou sinon, il peut y avoir des suppléments pharmaceutiques qu'on peut prendre ou naturels. Et puis, c'est ça, ça va être pris, métabolisé dans le foie, ensuite dans les reins pour être utilisé par tout le corps. Exactement. Donc, en fait, on dit que ce n'est pas une vitamine parce que la définition même d'une vitamine, c'est une substance qu'on a besoin en petite quantité et qu'on doit se procurer via l'alimentation. Mais étant donné qu'on peut fabriquer à l'intérieur de notre corps, donc de manière endogène, la vitamine D à partir du cholestérol et de l'exposition solaire, eh bien, techniquement, c'est une hormone, la vitamine D, ce n'est pas une vitamine. Mais étant donné qu'on peut aussi se la procurer via l'alimentation, comme Isabelle le mentionnait, eh bien, on la considère pour des fins pratiques comme une vitamine. Ça, c'est important aussi qu'on revienne à la question du métabolisme à partir du soleil parce que c'est métabolisé à partir du cholestérol. Du cholestérol, effectivement. Donc, le cholestérol, depuis plusieurs années, c'est un petit peu l'ennemi, d'après le discours dominant. Là. On prend beaucoup de médicaments de type statine pour bloquer l'absorption du cholestérol, la production du cholestérol. Mais là, on voit que pour fabriquer notre vitamine D, on a besoin de cholestérol. On en a besoin pour quoi d'autre, le cholestérol? C'est toutes nos hormones, hein? Toutes nos hormones, la testostérone, l'estrogène, fait que c'est hyper important, là. Oui, et puis toutes les membranes de notre système nerveux, notre cerveau, le poids sèche du cerveau, 70 c'est des acides gras, donc on ne peut pas éliminer complètement le gras. De toute façon, quand on élimine le cholestérol alimentaire, le foie en produit davantage parce que justement, c'est une substance essentielle. Donc, à partir du cholestérol, quand on s'expose au soleil, on fabrique de la vitamine D. Ça, c'est dans le meilleur des scénarios.
scénario. Oui, oui, mais ici, on est au Québec, hein? Oui, on n'a pas tant que ça de soleil. Deuxièmement, quand on va au soleil, eh bien, encore une fois, le discours dominant nous a dit que le soleil était l'ennemi. On se badigeonne de crème solaire pour bloquer les rayons UV et donc ça bloque aussi la possibilité de produire notre propre vitamine D. Oui, puis, tu sais, sur notre peau, une fois que c'est à l'intérieur, il y a quand même plusieurs perturbateurs. Tu sais, juste le fait d'avoir des pesticides dans notre alimentation, ça nous empêche de bien transformer la vitamine D pour qu'elle soit active. Exactement. Donc, pour tous les gens qui ne mangent pas bio, on sait que des substances comme le glyphosate peuvent avoir un impact sur notre utilisation, la transformation, mais aussi l'utilisation de la vitamine D. Un impact assez important même. Tu avais regardé, je pense, des études de ce côté-là. Oui, avec Stéphanie Seneff. Oui. C'est surprenant. Oui. Donc, ça, c'est un des facteurs qui peut interférer avec l'utilisation de la vitamine D. Ensuite, bien, tous les troubles d'absorption. Hein. D'abord, vous savez, les médicaments de type inhibiteur d'acide chlorhydrique, là, tout ce qu'on prend pour ne pas faire du reflux, ça bloque la production d'acide dans notre estomac, mais sans acide, on va avoir beaucoup de difficultés à absorber nos gras. Et la vitamine D étant une vitamine liposoluble, ADEK, c'est nos vitamines liposolubles, eh bien, à ce moment-là, on ne pourra pas non plus bien absorber notre vitamine D. Y a-t-il d'autres facteurs au niveau de la santé qui font que... Il y a toutes les insuffisances alimentaires. Tu sais, on pense au Québec qu'on mange super bien, mais c'est pas toujours le cas, en fait. Fait que tout ça, ça fait qu'on est dénutri. Tu sais, on est dans un pays riche, puis on n'a pas de nutriments dans notre corps. Oui, donc où on a beaucoup de calories, mais pas nécessairement suffisamment de substances nutritives. Ou sinon, il y en a qui mangent pas suffisamment. C'est plutôt plus rare, mais aussi l'absorption. Tu sais, on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on assimile à l'intérieur de nous. Fait que tous les gens qui ont des problèmes intestinaux, un intestin... des maladies inflammatoires de l'intestin, oui. Maladie de Crohn, tout ça, bien, ils ne pourront pas assimiler comme il faut la vitamine D. Tout ce qui est problème au niveau de la vésicule biliaire aussi, hein, tu sais, nos personnes âgées, très souvent, ont vécu des opérations, des ablations de la vésicule biliaire. Donc, ils n'ont pas ce qu'il faut pour émulsionner les gras, donc bien absorber les vitamines liposolubles, dont la vitamine D. Alors, vraiment, notre population âgée est particulièrement à risque pour les carences en vitamine D parce qu'ils ne vont pas dehors, donc ils ne peuvent pas en fabriquer à partir du soleil. Ils prennent très souvent les médicaments qui bloquent l'acide, donc l'absorption. Et ensuite, s'ils ont eu en plus l'ablation de la vésicule biliaire, eh bien là, ça ne va pas bien. Puis on ne parlera pas de l'alimentation en CHSLD, peut-être? On peut faire un sujet d'émission. Je te vais t'inviter, on va se faire un autre sujet là-dessus. Donc... Il y a aussi, excuse-moi, il y a aussi les gens qui ont la peau foncée, hein, qui va avoir un impact quand même assez majeur. Ça, c'est très vrai. C'est très vrai, Isabelle, parce que justement, la mélanine dans la peau va servir d'écran solaire naturel. Donc, on a besoin de plus de vitamine D. Ça, c'est un facteur important. Et si on regarde, ne serait-ce par exemple, avec le cas de COVID, où on sait que les populations afro-américaines, les populations noires ont été touchés de manière disproportionnelle. C'est sûr que ça peut s'expliquer aussi par des facteurs socio-économiques. On sait que c'est des gens, des fois, qui vont travailler plus dans le système de la santé, qui mangent peut-être moins bien, s'ils sont défavorisés économiquement, par exemple aux États-Unis, où il y a des barrières assez importantes, entre autres. Mais donc, une des raisons qui a été évoquée par les chercheurs, c'est la carence en vitamine D, parce que plus notre peau est foncée, moins on fabrique de vitamine D. J'avais ressorti une étude comme quoi que les femmes de peau foncée qui prenaient des suppléments en vitamine D, il y avait 83 de carence, malgré la supplémentation. Malgré la supplémentation. On va pas parler de la supplémentation. Du dosage et tout, parce qu'on va y revenir à la question du dosage qui est super importante. Mais donc, la couleur de la peau va avoir un impact. Et aussi, dans le diagramme qu'on voyait tantôt, toute la question des transformations. Ces transformations-là... André, peux-tu nous remettre le diagramme qu'on avait tantôt avec le poisson? Bon, alors, vous voyez chacune des étapes de transformation, là, où vous voyez des ASE. Les ASE, c'est des enzymes. Donc, ces enzymes-là peuvent être touchées par des petites variations génétiques qu'on appelle des SNP en anglais. Et donc, peuvent faire qu'on ne transforme pas bien. Moi, je suis de ces gens-là, Isabelle. J'ai fait le test génétique qu'on appelle My Blueprint. Et puis, je suis quelqu'un qui a besoin de grosses doses de vitamine D. Moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de soleil et qui prend beaucoup de suppléments aussi. Et malgré tout, mon dosage sanguin,
là, est toujours limite, est toujours autour de 100 nanomoles par litre. Et quand j'ai fait le test génétique, j'ai vu que sur 4 des enzymes qu'on a testées, j'en ai 3, moi, qui ne fonctionnent pas bien. De manière génétique, alors je ne transforme pas bien ma vitamine D dans sa forme finie. Et tu vois, génétiquement, moi, je viens d'une lignée où les gens ont beaucoup de cancers. Oui. Donc, ça pourrait potentiellement expliquer pourquoi il y a beaucoup de cancers dans ma famille. Évidemment, le cancer, c'est multifactoriel, là, ça ne se résume pas juste à une vitamine, mais c'est quand même le fun d'avoir ce genre d'informations-là parce que c'est tellement facile à corriger une carence en vitamine D. Tu sais. Oui, oui, quand on le sait, on supplémente. C'est un peu ce qu'on parle en naturopathie quand on parle de terrain. Tu sais, chaque personne a des paramètres particuliers dans lesquels va s'exprimer certaines pathologies. Puis, il y a la génétique, tu sais, qui est certains paramètres, mais c'est quand même même moins que l'épigénétique, qui est notre mode de vie, nos pensées, comment on va vivre la situation, notre environnement aussi. Tout ça va faire en sorte que notre corps exprime certaines pathologies ou pas. Oui, exactement. Cette nouvelle science qu'on appelle l'épigénétique, qui a été beaucoup vulgarisée par Bruce Lipton, qui fait d'excellentes vidéos en passant. Et donc, où on a compris que les gènes, ce n'était pas une fatalité. Nos gènes, on a vraiment un pouvoir d'action, comme Isabelle le mentionnait, à travers notre alimentation, des facteurs comme la bonne gestion du stress et tout ça, d'éviter de s'exposer à des pesticides, des substances comme ça. Et puis, on peut agir de manière favorable ou défavorable sur notre génétique. Donc, on connaît beaucoup plus de choses maintenant par rapport à tout ça. Je pense qu'on va revenir à la prochaine diapositive pour continuer avec la question des études et des statistiques. Donc, ça, c'est une étude très intéressante qui nous parle de l'importance. Bon, il y a des méta-analyses parce que, tu sais, souvent, là, il y a cette espèce de mythe répandu qu'il n'y a pas d'études sur les produits naturels. Il y en a plein d'études. Là, si vous regardez au niveau des vitamines D, on va la garder. Merci. Il y en a énormément. Et donc, celle-ci, je la trouvais particulièrement intéressante. Il y en a plein, mais elle était publiée dans le British Medical Journal, qui est donc une publication très reconnue dans le domaine médical scientifique. Et dans cette méta-analyse, on a vu que donc, une méta-analyse, c'est une étude d'études. Et quand on regroupait un paquet d'études, la vitamine D aidait à réduire la mortalité toutes causes confondues. Autrement dit, quand les gens ont des carences en vitamine D, ils sont plus susceptibles à avoir des maladies cardiovasculaires, des cancers, du diabète, etc. Donc, vraiment, en regroupant toutes ces études, on a vu, par exemple, au niveau de la clientèle 50 à 79 ans, c'est un peu ce qu'on disait, donc les gens qui, souvent, vont prendre les médicaments antiacides et tout, c'était une clientèle qui était particulièrement touchée par les carences en vitamine D. Donc, qu'est-ce qu'on a? On dit aussi, même l'OMS, parce que, bon, l'OMS a été beaucoup critiqué dans la dernière année pour certaines raisons très valables, dont le fait que 80 du financement de l'OMS provient des compagnies pharmaceutiques et, comme je le mentionne souvent, les produits naturels ne peuvent pas être brevetés. Donc